J'aimerais vous raconter quelques anecdotes qui me sont arrivées là-bas. Une en particulier. À cette époque-là, j'avais recréé mon mode de vie. Mes réserves me permettaient de raréfier mes périodes de jeûne. Certains excédents pouvaient se conserver des semaines. Je chassais moins, je vivais plus. J'ai peut-être omis de vous en parler, mais j'avais trouvé un objet assez utile, peu de temps après avoir rejoint mon troupeau. Comme nous longions toujours les plages, j'avais déniché un jour sur le sable les restes d'une tortue d'eau. J'en ai récupéré la carapace. Oh, elle n'était pas bien grande, à peine 40 cm. Cela vous paraît beaucoup? J'en ai vu qui frisaient les 3 mètres là-bas. Après l'avoir soigneusement récurée, je l'utilisais pour tout. Boire, me protéger des coups de soleil, porter de l'eau de mer, frotter mes vêtements. Je l'avais percée de 2 trous de chaque côté et je la portais dans mon dos, quand je ne m'en servais pas. Je pensais qu'en cas d'attaque, cela me protégerait des coups par derrière. Je vous ai dit déjà que je ne me lavais jamais, l'eau était trop dangereuse. Avec cette cuvette improvisée, je pouvais prendre un peu d'eau et m'éloigner vite pour me frotter sommairement un peu plus loin. Je nettoyais surtout mes vêtements. Je n'étais plus très à cheval sur la propreté, mais certaines tâches étaient hygiéniquement inacceptables. Frotter un peu mes cheveux aussi, ils m'ont vite posé problème. J'avais bien essayé de les tresser un peu pour minimiser les risques d'emmêlement, mais avec le temps, ils s'étaient transformés en une masse épaisse et lourde qui devenait de plus en plus susceptible d'attirer les saletés et les parasites. Quand mon crin a commencé à me tomber devant les yeux, j'ai pris mon couteau et j'ai arraché tout ce que j'ai pu. Peine perdue, ça a vite repoussé. Je me suis fait un bandeau d'un bout de peau d'allosaure pour les empêcher de me boucher la vue. Je vous ai déjà dit, je crois, que je ne dormais pas la nuit. Philo ne m'a jamais empêché de le monter, aussi, durant les heures chaudes du jour, il m'arrivait de m'allonger sur son dos. Je rabaissais la carapace sur mes yeux et je dormais un peu. Depuis que j'étais là-bas, j'avais le sommeil léger. Le moindre roglement d'alerte m'aurait réveillé. C'est pour cela qu'à présent, il est plus facile pour moi de dormir le jour que la nuit. C'était un jour de soleil, au milieu de la saison sèche. La végétation était devenue rare. Le troupeau marchait depuis très longtemps. Il arrivait que notre groupe s'arrête des jours, voire des semaines, s'il trouvait un endroit propice, mais nous étions plus arrêtés depuis des mois. C'était une sécheresse particulièrement rigoureuse. Nous étions à la recherche de pâturage. Nous longions toujours la mer. L'air était vif, mais le soleil tapait dur. J'entendis soudain le roglement d'alerte de Caraya qui venait du milieu de la colonne. Aussitôt ce fut la débandade. Philo courait déjà. Il est trop grand pour que je le monte quand il se redresse. J'attrapais le premier animal qui passait. Quelques raptors de belle taille, particulièrement rapides, avaient dispersé le troupeau. Malgré les mugissements impératifs de Xartaxerxès qui tentait vainement de rassembler le groupe, les iguanodons se laissaient gagner par la panique. Ils s'éparpillaient, sans se rendre compte qu'ils étaient en train de multiplier le danger par 100. Nicodémus, le jeune mâle que j'avais monté, ne fit pas exception à la règle. Un raptor le prit en chasse et, par réflexe, il s'éloigna de ce qui restait du groupe principal. Les carnivores étaient nombreux. J'entendais les appels de Xarta qui commandait au groupe de se reformer. Elle, Pasi et les 3 grands mâles et quelques autres s'étaient rassemblés devant les jeunes et formaient une compacte barrière de protection. Elle aussi avait repéré le nombre des assaillants et semblait prendre des dispositions pour leur faire face. Elle paraissait prête à en découdre. Derrière les roglements sonores de Xarta, j'entendais les appels plus discrets de Philo. Peut-être que c'était moi qui l'appelais. Qui peut savoir? Le jeune mâle s'essoufflait. Contrairement aux raptors, les iguanodons courent en ligne droite. Ils ont du mal à changer rapidement de direction. Le raptor bondit. Il le manqua la première fois. Au deuxième saut, il m'atteignit à la jambe. Ses griffes m'ont déchiré la cuisse. J'ai crié, de rage comme de douleur, et je lui ai décoché un coup de couteau dans les gencives qui l'envoya à terre. S'apercevant de la chute de son assaillant, le jeune iguanodon piqua un suprême sprint et courut se réfugier derrière les troupes de Xarta. 2 raptors firent face au mur d'iguanodon pendant quelques minutes, menaçant en grondant et en claquant des mâchoires. Xarta, Pasi, Grand Noir, Caraya et n'a qu'un œil leur répondaient en se dressant sur leurs pattes arrière, ranglant avec force et agitant leur puissante queue, les mains en avant pour mettre en évidence l'ergot de leurs pouces. Philo avait quitté la ligne pour venir me renifler. Ma jambe saignait.
Le plus grand des raptors menait des attaques feintes de plus en plus proches. Xarta fit 2 pas en avant, dominant le groupe de toute sa hauteur, les ergots levés et mûrissant avec force. Heureusement, ou malheureusement, comme il vous plaira, il n'y eut pas d'affrontement. Les croassements de victoire retentirent plus loin, et les 2 raptors abandonnèrent le mur pour rejoindre leur meute. Une jeune femelle s'était faite avoir. Ils n'avaient plus besoin de harceler le troupeau. Les quelques iguanodons encore disséminés rejoignirent le gros de la troupe, heureux d'en avoir échappé. Xarta adressa encore 2 meuglements de mépris aux carnivores et fit volte-face. Les iguanodons reprirent leur marche éternelle. Moi, j'étais sur la croupe de Philo, les 2 mains sur ma jambe pour l'empêcher de saigner. Un peu avant le soir, le troupeau s'arrêta près de l'estuaire d'un large cours d'eau. Ma plaie à la jambe me donnait toutes les inquiétudes. Si elle venait à s'infecter, je ne pourrais plus marcher d'ici quelques semaines. Si je suis contrainte à l'immobilité, le troupeau ne m'attendra pas. Et là-bas, quiconque est incapable de se déplacer est condamné. Elle pouvait se gangréner, ou me faire mourir rapidement de septicémie. Quoi qu'il en soit, il fallait que je la soigne, et je n'avais rien pour la soigner. Pas de désinfectant, pas d'antibiotiques, rien qui ressemble à une ébauche de plantes médicinales. Dans l'état où je me trouvais, il ne valait mieux pas compter avec ma constitution, solide, mais mise à rude épreuve par l'air du temps. Il ne me restait plus que la solution spartiate. Je me suis traînée en retrait du troupeau, à contre-vent, près du cours d'eau. J'ai récupéré un peu d'eau dans ma carapace et je me suis éloignée de la rivière. J'ai traîné ma patte folle jusque sous l'ombre des arbres. J'ai ramassé des brindilles, des branches sèches, et j'ai commencé à faire du feu. Ma jambe saignait toujours. Mon manège commençait à intriguer mes compagnons de voyage. Philo s'approcha, l'œil rond et placide. Sur la plage, je voyais la haute silhouette de Xartaxerxès qui se découpait sur le soleil descendant, surveillant du coin de l'œil. Quelques petits qui me connaissaient bien m'entouraient, curieux. Les jeunes n'ont plus peur de moi depuis longtemps. Ils se dispersèrent aux premières effluves de fumée. Philo recula. Je voyais l'incompréhension dans son regard. Il se tint à quelques mètres, m'adressa quelques cris brefs, un peu inquiets, plein d'interrogations. Il ne s'éloignait pas, mais n'osait pas approcher. Pendant que quelques branches brûlaient, j'avais roulé en boule ma peau d'allosaure. Je mis la lame du plus large de mes couteaux dans le foyer naissant, le manche hors du feu. Pendant qu'il chauffait aux flammes, je nettoyais ma jambe. L'eau fraîche me soulagea un peu. Depuis l'attaque, la douleur augmentait sans cesse. Je frottais aussi les bords de la plaie pour en ôter la crasse et la boue. La déchirure fut propre, mais elle saignait toujours. Avant que mon feu ne se transforme en braise, je m'enveloppais les mains d'un bout de peau d'allosaure et je récupérais la lame. Même à travers la peau, la chaleur me brûla les doigts. J'hésitai une seconde. Je pris une grande inspiration et j'appuyai la lame sur ma jambe. Je voudrais pouvoir vous dire que je restais stoïque, mais ce serait un honteux mensonge. J'étouffai un glapissement plaintif et je mordis avec force dans ma peau. Je retirai le couteau et le remis sur le feu. Il était trop petit pour couvrir la plaie sur toute sa longueur. Il allait falloir le courage de recommencer. Je le fis. La douleur était terrible. Quand le soleil s'est couché, ma jambe me cuisait toujours. Je me suis traînée vers Philo qui avait observé la scène. Il s'était couché. Je me suis appuyée sur son flanc. J'avais encore les larmes aux yeux. Il tourna vers moi sa grosse tête et me regarda de ses doux yeux noirs. Je lui rendis son regard et fit signe de se recoucher. La douleur ne me quittait pas. J'ai pris une poignée de sable et je l'ai pétrie dans le peu d'eau qui me restait. Quand le sable eut pris la consistance d'une pâte liquide, je l'étalai sur ma jambe cautérisée. Alors seulement je commençai à respirer plus doucement. Le sable était frais. Cela faisait du bien. Je restais couché contre le flanc de Philo pendant qu'il s'endormait. J'étais épuisée. Malgré la douleur, je dormis cette nuit-là. Les jours qui suivirent, je quittai peu le dos de Philo. Ma jambe mit du temps à se remettre. La dernière attaque n'avait pas eu pour unique conséquence un individu en moins dans le troupeau. Beaucoup d'iguanodons avaient remarqué la scène qui s'était rapidement déroulée entre moi et le carnivore. Cet épisode m'attira la bienveillance de la majorité du groupe. Le fait que je me sois fait écharper la jambe était accessoire, mais ils avaient dû déduire les avantages qu'il y avait à marcher à mes côtés.
Le coup de couteau que j'avais envoyé dans la mâchoire du raptor n'était pas passé inaperçu. En me portant durant une attaque, on assurait ses arrières. Bien que je préférât la compagnie de Philo, il se trouvait toujours quelqu'un pour me prêter son dos au moindre cri d'alerte. J'ai sûrement omis de vous le dire, mais bien que mon briquet fût vide et ma montre arrêtée depuis longtemps, je l'ai gardé sur moi. La montre et son bracelet métallique surtout n'ont jamais quitté mon poignet. Je la faisais renifler à Philo de temps en temps, d'un geste machinal. Le métal l'intriguait. Il la flairait, levait la tête, humait le vent. Quelques instants, il émettait un souffle bruyant. Sa manière de me dire qu'il n'y avait rien de tel dans les parages, que cet objet était le seul qui ait jamais existé. On pourrait trouver étrange que j'eus conservé ces objets devenus inutiles. Mais ils étaient tout ce qui me restait pour me rappeler mon passé. Je les gardais aussi par une sorte d'ironie, que l'on pourrait trouver un peu morbide. Vous rappelez-vous l'anecdote du docteur Bombard, celui qui avait écrit un guide de survie pour qui se retrouverait sans nourriture en pleine mer? Il l'avait expérimenté en s'embarquant sur une barque avec une canne à pêche pour tout bagage. Au milieu de l'océan, il était presque mort de faim. Il était prêt à se laisser mourir quand il a pensé à ceux qui découvriraient son corps avec une canne à pêche et un livre intitulé « Comment survivre en pleine mer ». Vision presque comique, non? Ça lui a donné la force de continuer. Je gardais ma montre et mon briquet dans un état d'esprit assez semblable. J'imaginais les conjectures des paléontologues qui dateraient au strontium rubidium un briquet en plastique vieux de 120 millions d'années. Depuis que j'avais rejoint le troupeau, je prenais conscience de la portée que pouvaient avoir mes actes. Aussi, j'essayais de laisser le moins de traces possible derrière moi. À présent, je dispersais toujours les pierres et les cendres de mes feux. Les traces de foyer au milieu du Mésozoïque, ça paraîtrait incongru. De là à ce que certains illuminés modernes se mettent à échafauder des théories abracadabrantes sur une origine extraterrestre de l'homme ou autre, il n'y a qu'un pas. Je restais donc prudente. Il faut que je vous raconte une histoire qui m'est arrivée quelque temps après l'attaque des raptors. Nous nous étions arrêtés dans les collines bordant la mer, près du delta d'une grande rivière plate. Ce n'était pas encore la fin de la saison sèche, mais cet endroit était très verdoyant. D'après les règlements de Xartaxerxès, il semblait que nous ne quitterions pas les environs avant quelque temps. Le terrain ne paraissait pas giboyeux, mais j'avais encore dans mon sac les restes de quelques chasses passées qui m'avaient été bénéfiques. Ma jambe était cicatrisée depuis 1 ou 2 semaines. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais reposée, tranquille. Pendant que le troupeau broutait les faugères, je m'étais rapprochée du cours d'eau. La chaleur était rude. C'était le milieu de l'après-midi. Je comptais profiter de la rivière pour laver mes vêtements. C'était ce genre de rivière à fond plat qui doit avoir un débit affolant pendant la mousson, mais qui en pleine saison sèche serait dû à un tapis d'eau qui n'atteint pas les 15 cm. Je remplis ma carapace d'eau et j'allais frotter mes loques à l'ombre des fougères. L'eau était trop peu profonde pour abriter de réels dangers. Je ne crois pas avoir vu de crocodile. Ces chasseurs des estuaires hantent toutes les eaux douces du Crétacé, mais généralement quand une rivière se trouve trop réduite par la sécheresse et menace leur écosystème, il leur arrive de migrer vers des cours d'eau plus profonds. Cette eau fraîche et scintillante me faisait envie. La chaleur était brûlante, même à l'ombre. Les grands du troupeau se désaltéraient un peu en aval. Kazoo se repaissait de fougères basses un peu plus loin. J'avais fini de frotter mes frusques et je les laissais sécher sur une grosse pierre. La tentation fut trop forte. Je laissai mon sac, mes couteaux, ma lance et mes affaires près de mes vêtements. J'enlevai mon bandeau et je me mis à marcher dans l'eau qui m'arrivait aux chevilles. J'agitais la vase. Je finis par me mettre à genoux, puis à m'éclabousser les épaules. Je m'ébrouais. Je plongeais la tête et me frottais les cheveux. Je me suis roulée avec délice dans le torrent. L'eau était claire, fraîche, pure. Rien que d'en parler, je la sens encore. J'en vins à batifoler dedans, comme un chien. Je m'en suis gargarisée. Aucune eau que j'avais bue jusqu'alors ne m'avait paru si bonne. Et plus aucune eau par la suite ne l'égala à ma bouche. C'était très frais, un peu amer, comme la peau blanche d'un citron. Je barbotais, essayant de trouver le meilleur compromis entre cette eau glacée qui me gelait les pieds et le soleil brûlant qui me mardait les épaules. Le ciel se couvrit soudain. Le soleil disparut. En levant les yeux, il me sembla entrevoir l'ombre étrange
d'un gigantesque cerf-volant qui cachait la lumière. Il y avait une bande de terre au milieu de la rivière. Dessus se posa doucement un des animaux les plus impressionnants que j'ai jamais eu la chance de voir. C'était un ptérosaure, le plus gigantesque qui puisse exister. Un instant, j'ai cru me trouver en présence du légendaire Quetzalcoatlus, que les paléontologues ne connaissent que par les os d'un seul bras, mais qui doit atteindre des proportions démesurées. Ce n'était pas un Quetzalcoatlus, mais il était déjà largement impressionnant. Imaginez-vous un ptérosaure de plus de 3 mètres de haut, une envergure de 11 mètres, un long bec dentu, orné de 2 excroissances symétriques en demi-lune, un ornithochirus, l'un des plus grands géants que le ciel abrita. C'était la première fois que je me sentais aussi minuscule devant un ptérosaure. Les plus grandes tapéjaranes ne dépassaient pas le mètre 20. J'étais ébloui. Je n'arrivais pas à croire qu'un animal aussi grand puisse s'élever dans les airs. Corentin vous dira que certains spécimens de cette espèce doivent peser environ 100 kilos. Il était magnifique. Un véritable dragon. En danger? J'étais tétanisée. Mais pas un instant je ne me suis sentie en danger. Si une de ses ailes m'avait heurté le front, elle m'aurait brisé le crâne sans effort. Un coup de sa tête m'aurait sans doute cassé 3 côtes. Son bec était suffisamment armé pour m'égorger d'un seul mouvement. Mais ces ptérosaures ne mangent jamais que des poissons. Ils ne m'auraient rien fait tant que je ne me montrais pas menaçante. Je suis restée immobile. Il avait courbé ses ailes et se penchait sur l'eau pour boire, redressant sa tête entre chaque gorgée, d'un mouvement souple du cou, à la manière des cygnes. Quand il se fut désaltéré, alors seulement il me regarda. Je lui rendis son regard. Nous restâmes longtemps face à face, les yeux dans les yeux. Il avait l'œil petit et bleu, tout rond, comme un œil d'oiseau. Durant cet échange de regards, il me semblait qu'il me parlait, et je fis en sorte que mon œil lui réponde. « Je suis Ornithochirus, lisais-je dans sa prunelle. Je règne sur le ciel de cette terre en maître incontesté. La force de mes ailes n'a pas d'égal. Je suis l'un des plus grands animaux à s'être jamais détaché du sol. Je migre, je suis un solitaire. Les vents portent sans effort mon corps de colosse. La vie est le chemin, la mort ma destination. Sur la route de ma naissance, la fatigue est mon seul ennemi. Si le destin le veut, je vivrai 50 ans. Si la vie le permet, j'aurai 300 héritiers. Je suis le géant des airs, le maître du vent, comme le mégalosaure est le maître des terres, comme le liopleurodon est celui des eaux. Je suis la force du titan alliée à la puissance du ciel. Je suis l'être qui vole malgré sa taille immense. L'ombre de mes ailes écarte les ptérosaures, disperse les oiseaux, insectes futiles. Je suis la force. Je suis le vol et le géant. Je suis aussi celui qui voit du haut des sphères célestes. J'ai survolé ce monde, ces océans, ces monts et ces vallées. J'ai fait 1000 fois le tour de cette terre. Une seule nuit me suffit pour traverser la mer qui sépare ces îles du grand continent. Je suis né là-bas, sur l'une des plus petites. La montagne est née d'une souris. J'y retourne. C'est là-bas que sont nés mes aïeux. C'est là-bas que mes descendants naîtront. Je suis le roi du ciel. C'est là-bas que je mourrai, quand d'autres rois me succéderont. Et je lui répondais, sans ouvrir la bouche. Je suis celle qui ne vit pas encore. Je suis la chétive créature que vous tous pouvez briser. Regarde, Seigneur des airs. Je n'ai ni la taille, ni la vitesse, ni le vol dont tu es si fier. Je n'ai pas de griffes, je n'ai pas de cornes, mes dents sont fragiles et ma peau légère. Tu es roi du ciel, mais un jour mon peuple sera roi de la terre. Aujourd'hui je suis la proie, demain je suis souveraine, ou hier. J'ai pour moi ma tête, les mains et leurs doigts. Le cerveau le plus grand que l'on trouve dans ton espèce n'atteint pas le volume de mon pouce. Au plus intelligent des reptiles, il est plus petit que mon poing. J'ai l'habileté pour me donner les crocs et griffes que la nature m'a refusés. Tu es maître des cieux. Tu compares ta puissance à la terre et à l'eau. Ma puissance est le feu. J'ai maîtrise sur ce qu'aucun de vous n'approche. Tu n'es pas seul dans les airs. Liopleurodon n'est pas seul sous l'eau. Je suis l'esprit perfide. Je suis celle qui donne la vie et qui tue. Mais demain je peux mourir. Je marche comme tu voles. La vie est le chemin. Je vais à ma mort, sans descendance possible. Quand il ne restera plus de moi qu'un amas d'os blanchis, des millions d'années se succéderont avant que ne reviennent mes ancêtres, mes successeurs.
Je suis la perdue. Nous sommes différents, et nous nous ressemblons. Nous marchons droit devant nous, notre destin est tracé, mais nous avons notre gloire. Notre puissance est irréelle. Tu n'as pas les muscles, ni les dents, mais tu as la taille. Tu voles. On ne voit pas le vent. Je n'ai pas la force ni la grandeur, mais j'ai ce qui sort de ma tête. Et ce peut être aussi dangereux que ton vol, que les dents du liopleurodon ou la taille du mégalosaure. Je suis l'étrangère. Je suis la reine déchue. Je suis celle qui passe et qui veut juste vivre. Des heures, ce dialogue silencieux a duré. J'étais debout, les pieds dans l'eau, petit et nu sous le soleil. Il était courbé sur le sable, grand et fort, âgé déjà. Mais nous étions sur le même plan. Il ne m'observait pas, je ne l'observais pas, et nous nous regardions. Il n'y avait d'autre bruit que le chant de la rivière et les mastications lointaines du polacanthus qui mangeait des fougères. Malgré l'état de faiblesse où j'aurais dû être, je me sentais forte. J'étais là, témoin de l'évolution, preuve vivante d'un futur lointain où mon peuple, aussi faible que moi, gouvernerait la planète. En cela, j'étais forte. Et je vivais, malgré l'époque. J'étais le triomphe symbolique des races mammaliennes. Le roi des airs était la puissance dans son temps, mais avant même la venue de ma race, avant même l'extinction de la sienne, les vrais maîtres des airs seront les oiseaux. Je n'étais plus reine aujourd'hui, il ne sera plus roi demain. Il me semblait qu'il comprenait. Malgré sa taille et sa force, nous étions presque d'égal à égal. Ce n'était qu'une question de temps. Le vent se leva. Quelques mètres plus loin, Kazoo leva la tête et poussa un grognement. Cela nous réveilla. Mon interlocuteur silencieux agita un peu la tête et la tourna vers le vent. Il me regarda encore et eut un petit mouvement du col, qui devait être un simple réflexe, mais que sur le coup je pris pour un rapide salut. Je m'inclinai, en murmurant « Aujourd'hui, tu es encore roi ». Il attendit que je relève la tête, puis s'envola, porté par le vent, sans même un battement d'ailes. Je le regardai partir et je me rendis compte que j'avais froid. Je me rhabillai, remettais mon bandeau, récupérai mes affaires et rejoignis le troupeau. Peu de temps après, nous nous remettions en route. J'étais assise sur la croupe de Philo et je restais songeuse. Ce fut l'unique fois où je voyais ce genre de ptérosaure. À quelque temps de ma rencontre avec Ornithochérus, la fin de la saison sèche arriva, et avec elle l'abondance et la sédentarité. Mon troupeau s'arrêta quelques semaines dans un creux de vallon, à quelques mètres de la plage et à 2 pas des falaises. Une étrange atmosphère régnait sur le troupeau. Je me rendis compte que c'était de nouveau la saison des amours. Durant ce temps, aucun membre du troupeau ne me prêtait attention. Les mères de l'an passé protégeaient leurs petits des ébats et des rixes, qui pouvaient parfois devenir violentes. Les mâles de tous âges courtisaient les femelles à leur manière, par une sorte de parade, consistant en un nombre varié de positions rituelles, de règlements brefs et de choses qui ne se disent pas en général. Quand une rivalité s'élevait entre 2 mâles, ils s'affrontaient d'abord à l'intimidation. C'était à qui roglerait le plus fort. Si aucun des deux ne s'avouait vaincu, ils pouvaient aller jusqu'au combat. Ils se rapprochaient l'un de l'autre et se dressaient sur leur patte arrière, les mains en avant. Les iguanodons ont 5 doigts à chaque main, aux pattes avant, et 3 aux pattes arrière. Je me plais à dire qu'ils ont des pieds et des mains. Leur pouce est couvert d'un éperon corné, tourné vers l'extérieur. Ils peuvent l'utiliser comme arme contre les carnivores, mais ils ne s'en servent jamais quand ils se combattent entre eux. Ils se mettent tous deux debout et se poussent l'un l'autre. Le premier mis à terre abandonne la partie. Le vainqueur de ce petit jeu était souvent rouge. Et avant que vous ne me posiez la question, rouge est un nom. C'est un mâle, encore jeune, adulte confirmé, qui portait une tache couleur brique sur la nuque. Je crois que c'est cet attribut qui était une cause de sa popularité auprès des femelles. Je me souviens d'un affrontement mémorable entre lui et Grand Noir qui manquait de durer jusqu'au coucher du soleil. Ils étaient presque de force égale, je crois. Plusieurs fois, Grand Noir a menacé d'envoyer Rouge piétiner les petits. Heureusement, durant ce genre de démonstration, les jeunes se tiennent à l'écart. Maha était la meilleure reproductrice du troupeau. Sur 10 œufs qu'elle pondait, il y en avait toujours 8 ou 9 d'éclos. En général, les autres femelles, comme Gay et Pazzy, pouvaient déjà s'estimer heureuses si la moitié de leurs œufs donnaient des petits. Maha était très bonne mère. Elle ne se contentait pas d'enrichir le troupeau de 12 ou 13 individus à chaque fois, elle prenait grand soin de sa progéniture.
La mortalité était élevée chez les jeunes reptiles. Il y avait toujours 7 à 8 de ces rejetons qui arrivaient à l'âge adulte, ce qui en soi est déjà très honorable. Xerxes ne participa pas aux ébats du reste de la troupe. Elle les veillait de loin. Peut-être était-elle stérile, ou bien était-ce à cause de son âge. Si tel était le cas, ça veut dire qu'elle avait peut-être plus de 100 ans. Philos s'était toqué d'une jeune femelle nommée Oura. Il faillit se battre avec Yggdrasil, un autre jeune mâle, couleur vert olive, pour sa conquête. Elle faisait partie d'un groupe de 9 femelles de la génération de vrais inséparables. Et j'avais choisi leur nom en pensant aux muses grecques. Thalie, Polyme, Melp, Euterpe, Clio, Cali, Erato, Tapsico et Oura. Je réduisais les noms au minimum de syllabes. La parole ne m'était plus très familière. J'aimais rapporter les noms des femelles aux personnages mythologiques. Cela m'exerçait la mémoire. Gé, par exemple, était pour moi une référence directe. Les anciens Grecs appelaient Gé cette déesse de la terre que nous nommons Gaïa. Basie était une diminution de Pasiphae. En les appelant, j'essayais souvent de me remémorer ce qui avait déterminé le choix de ce nom. Cela me permettait de faire un peu fonctionner ma cervelle de temps en temps. Je me sentais un peu à l'écart durant ces quelques semaines. Le seul être aussi étranger que moi à cette agitation, c'était Kazu. Je ne sais pas si les Polycanthus se reproduisent au hasard des rencontres et au petit bonheur la chance, mais si tous avaient le tempérament lymphatique de Kazu, il n'est pas étonnant que l'espèce ait périclité. Pendant que le troupeau roucoulait, j'avais fait une découverte. Très simple et presque banale, mais si importante à l'échelle de la planète. Je passais un peu de temps à explorer les environs, les laissant laver leur linge en famille. J'avais atteint un bosquet de fougères arborescentes, frais et abondant en moustiques. Je cherchais un ruisseau parce que je mourais de soif. En écartant 3 branches, je vis tomber quelques feuilles qui n'étaient pas des feuilles de fougères. Au-dessus d'une source claire poussait un tout jeune arbre, très peu épais, j'aurais pu tenir son tronc entre mes 2 mains. C'était un beau feuillu. Il exhalait une odeur suave mais persistante. En regardant derrière ses feuilles, je découvris quelques fleurs à 3 pétales, blanches, minuscules. Je souris. C'était si simple et si beau que je me suis sentie trembler. J'ai pris cela pour un encouragement. L'avenir était en marche. La fin de la saison des pluies marqua le retour de l'exode. La sécheresse pouvait s'avérer très dure. Nous marchions sans arrêt. Les paysages devenaient de plus en plus secs. Il était fréquent qu'un jeune animal ou une femelle gravide remonte jusqu'à la tête du troupeau pour adresser à Xerxes un cri plaintif. Elle ne s'est jamais laissée attendrir. La moindre minute d'arrêt sous le soleil pouvait avoir de graves conséquences. Elle se contentait de leur répéter son roglement habituel, qui signifiait aussi bien en marche que on continue ou plus vite. L'animal fatigué, déçu, regagnait sa place et poursuivait la marche. Xartha était intransigeante. Elle avait toujours à cœur les intérêts primordiaux du groupe et préférait la souffrance de quelques-uns à la mort potentielle des autres. Un troupeau qui s'arrête, c'est un troupeau qui meurt. Seule l'approche d'un cours d'eau garantissait la pause inévitable. Un petit bois ou un bosquet pas trop fané pouvait également, s'il était conséquent, justifier un arrêt de la colonne. Mais nous nous arrêtions peu, et majoritairement vers les dernières heures du jour, quand trouver un endroit pour la nuit devenait impératif. Tout cela me laissait fort peu de temps pour la chasse et le fumage. Les temps étaient durs et j'étais souvent contrainte de manger ma viande crue. Les mois passèrent. Vers la fin de la saison sèche fut le temps des nids pour certains, le temps des ébats pour d'autres. J'aimais bien les observer pendant les éclosions, tout en prenant soin de ne pas m'approcher de trop. Si les reptiles ont les mêmes instincts que les poules, je me serais retrouvé mère d'un chapelet de petits iguanodons. Très peu pour moi. Je veillais sur le territoire des nids, avec les autres femelles trop jeunes. Mais dès qu'une mère poussait son grognement de joie en voyant émerger de terre la tête de sa progéniture, je m'approchais et regardais, à quelques mètres de distance. Les paléontologues ont beau s'extasier sur l'instinct maternel des Maiasaurus, les femelles iguanodons sont de fidèles mères. Certes, elles ne couvent pas, mais elles protègent farouchement la place où sont enterrés leurs œufs. Il arrivait souvent qu'un petit mammifère vienne tenter sa chance et essaye de piller les nids. Quelques grondements de la part des femelles courroucées suffisaient d'ordinaire à mettre en fuite ce genre de prédateur. S'il venait à passer entre les mailles du filet, je me chargeais de son affaire. Ces espèces de ragondins m'ont plusieurs fois servi de repas. Oura avait mis bas 6 beaux petits œufs. Pour une première fois, c'est un bon début. Mais c'est une gardienne très inattentive. J'ai veillé sur son nid plus que sur tous les autres réunis, je crois. Clio, Melp, Thalie et Terpsicho avaient aussi fait leur nid. Pour les autres, je crois qu'elles étaient trop novices et que ces affaires-là s'étaient soldées par une vague de fausses couches. Quelques semaines de prudence attentive et le moment des naissances vint enfin. Les pilleurs de nid étaient malheureusement passés par là.
Tali n'avait plus un seul œuf intact. Clio Melpetapsico n'avait pas 7 petits à elle toutes. Comme de coutume, Maha vit sortir de terre 10 petites têtes nouvellement nées. Contrairement aux autres femelles, la surveillance du nid était pour elle une garde constante et une prudence de tous les instants. Il n'était pas rare qu'entre le jour de ponte et le jour d'éclosion, elle se fût considérablement affaiblie. De la portée de Hurrah, seuls 2 petits étaient nés. C'étaient 2 petits mâles. J'étais là lors de leur éclosion. Ils étaient presque semblables et tenaient beaucoup de philo. Je les appelais Cad et Thrill. Thrill a toujours été un peu en retard sur Cad. Il était le second à être sorti, le second à avoir marché, et il lui a fallu 2 jours de plus que son aîné pour pouvoir courir. Hurrah semblait avoir une préférence pour Cad et c'est bien naturel. Aussi, je me suis chargé de veiller sur le cadet. Liam m'en a pris. Le temps des naissances attire toujours des prédateurs de taille réduite, mais cela peut accessoirement faire aussi l'affaire de carnivores plus conséquents. C'était toujours un miracle si le jour de l'éclosion se passait sans incident. Il n'y avait plus eu de naissance depuis 2 jours. Le temps changeait, et tout dans l'attitude de Xartaxerxès et du troupeau en général semblait annoncer un départ imminent. Nous étions en place depuis trop longtemps. La nourriture allait venir à manquer. Les carnivores allaient prendre l'habitude de notre position. Il fallait que le troupeau reprenne sa route. Peu de temps après, nous nous faisions attaquer. 3 grands mâles avaient donné l'alarme en même temps et rapidement tous se mirent à fuir. Dans les cas extrêmes, si les jeunes sont encore patos, les femelles attrapent un de leurs petits par le col avant de fuir. Il arrive que certains mâles, les jeunes souvent, le fassent aussi. Les iguanodons n'ont aucun outil de préhension si l'on accepte le dernier doigt de leur main. Bien insuffisant pour les circonstances. Aussi, les femelles ne peuvent transporter qu'un seul petit à la fois et doivent se décider dans l'instant. Naturellement, le choix de Hurrah se porta sur Cad. Thrill était effrayé par cette cavalcade. Il n'arrivait plus à suivre. Quand je l'ai vu en arrière, je l'ai attrapé et je suis monté sur le premier animal venu. 2 coups de malance ont suffi à éloigner les carnivores de notre groupe. Nous avons néanmoins perdu plusieurs nouveau-nés. Chaque attaque nous emportait toujours quelques individus. Les petits étaient pour les carnivores de maigres proies, mais des cibles faciles. Une fois que j'eus rejoint le gros du troupeau, sous la protection de Xarta, Rouge et Nac, je reposai Thrill à terre. Il rejoignit le sillage de sa mère et elle accepta sans un cri. Elle n'eut même pas un regard. Ni pour lui, ni pour moi. Ingratitude animale. J'en étais blessé quelques jours.